Un voyage, une course, un défi, vivez des aventures sportives comme si vous y étiez. Ça nous lie à vie clairement parce que on a vécu des très belles choses et des moments très compliqués. Dans cette aventure, rencontrez Simon et Guillaume. Ces deux sportifs, passionnés et amis, ont imaginé ensemble un projet un peu fou. Ils veulent traverser les Alpes en ski de randonnée. 1000 km, 80 000 mètres de dénivelé positif, 34 massifs, 4 pays parcourus, 100 jours. Départ Salzbourg, arrivée Menton. Ce projet, ils l'ont pensé ensemble dans une démarche sportive, humaine et responsable. Au-delà du challenge physique et mental qu'ils s'apprêtent à relever, ils partent aussi en quête de rencontres et d'expériences. Ils souhaitent revenir avec des témoignages pour construire un film reflétant au mieux l'impact du réchauffement climatique sur l'arc alpin. Guillaume et Simon, c'est à vous. Je m'appelle Guillaume, je suis né en Provence, j'habite à Marseille, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur de formation et de pratique également dans la vie de tous les jours. Moi c'est Simon, je suis belge, j'ai migré à Marseille il y a quelques années où j'ai rencontré Guillaume. Je pratique l'architecture et aussi beaucoup évidemment de sport de montagne. L'histoire, elle est née avec Guillaume, on est tous les deux inscrits au club alpin français de Marseille. Donc on faisait pas mal de sorties de ski de rando, un peu d'alpi l'été, etc. Et puis il y avait vraiment cette envie de passer plus de temps en montagne, principalement dans les Alpes, qui est clairement notre terrain de jeu. Et donc il y a eu un jour cette idée un peu folle de se dire bon, pourquoi pas traverser les Alpes. Du coup j'en ai parlé à Guillaume lors d'une soirée. Il était je pense 2h du matin quand je lui ai évoqué l'idée. Guillaume évidemment je le connaissais, donc je savais que ça pouvait être un bon partenaire pour faire cette traversée. Et directement, il a répondu présent à l'appel. Et dès le lendemain, on a commencé à s'appeler, à en discuter. Et le projet a vraiment démarré à ce moment-là. Ça commence à devenir assez sérieux. Le projet, c'est de traverser l'intégralité de l'arc alpin à ski de randonnée. Donc l'arc alpin, donc en partant d'Autriche, de la ville de Salzbourg, pour rejoindre donc la Méditerranée, Menton. C'est d'ailleurs le nom de notre projet, puisque notre projet s'appelle Austria to Littoral Pass, donc de l'Autriche jusqu'au chemin du littoral. Et voilà, on avait cette volonté de tout faire par des moyens décarbonés, donc à la seule force de nos jambes, et en ayant une dimension écologique dans ce projet, donc en se déplaçant en train pour rejoindre Salzbourg, ensuite en skiant à la force de nos jambes à travers les Alpes, en faisant des transferts en vallée, soit en train, soit en transport en commun, ou soit en autostop. Et ensuite, une fois qu'on a atteint la ville de Menton, au bord de la Méditerranée, on est rentré à vélo avec nos skis accrochés sur les cadres pour pouvoir atteindre Marseille, quoi, finalement. On est pratiquant de la montagne, donc la montagne, c'est un environnement qui est magnifique, mais qui est très fragile. Et avec le dérèglement climatique de nos jours, on voit qu'il y a un impact direct sur la montagne et sur la pratique, les conditions, la sécurité. Donc le but, c'était dans un premier temps de se faire plaisir, mais aussi de pouvoir montrer que cet environnement fragile, il est merveilleux et qu'il est important de le protéger pour pouvoir continuer à le pratiquer, et que ça soit à travers le sport ou juste la beauté du paysage, etc., ou la préservation des glaciers. On voulait juste montrer que voilà, c'est important. Je pense que il y a aussi un peu une quête mystique de partir pendant 3 mois totalement au milieu des montagnes, en plein hiver et au printemps, dans un environnement qui est quand même assez hostile, mais qui est très mystérieux. Et voilà, il y avait cette envie de vivre ces moments hyper intenses et pour un peu s'échapper du monde, de notre civilisation qui va à toute allure, sur laquelle on n'a pas le temps de se poser jamais. Et là, voilà, à partir 12 semaines comme ça, là, c'est vraiment un gros travail dans la tête, d'introspection, et c'est ça qu'on vient chercher en fait, en se mettant dans des situations parfois très difficiles. En fait, on vient chercher le calme dans la tête, quoi, et c'est grâce à ces expériences-là qu'on arrive un peu à se recentrer sur des choses simples. C'est des sensations qu'on vient aussi rechercher, parce qu'au bout d'un moment, t'es quand même un petit peu accro à tout ça, quoi, à vivre des choses incroyables.
là, quand on se dans ça, qu'elle fera mal. Et du coup, Doudoune, t'as pris quoi? J'ai pris la même. Ça fait du poids tout ça. 1236 x 2. La préparation était plus organisationnelle que physique parce que voilà, on était un petit peu échauffé. On a l'habitude de pratiquer assez fréquemment du sport, que ce soit du vélo, course à pied, alpinisme, ski de rando, etc. Tout ce qui touche un peu à l'endurance de fond. Donc c'est vrai que physiquement on n'a pas eu de programme d'entraînement particulier. Par contre c'était tout ce qui gravitait autour, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est cartographie. La plus grande crainte, c'était, je pense, être dans des situations difficiles d'un point de vue conditions météo. Simon et moi, au final, on a une expérience de montagne qui est assez modeste. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'on pratique de manière intense, mais voilà, en comparaison à un guide de haute montagne qui a plus de 20 ou 30 ans d'expérience et qui sait sortir de toutes les situations, pour nous, voilà, c'était ça le plus gros défi, c'était vraiment être capable de réagir à chacune des situations qui allaient s'offrir à nous et savoir gérer le risque tout en gardant ses moyens. Le jour du départ, donc c'était le 23 janvier 2023 à Salzbourg, Résidenzplatz. Donc là, ça y est, on a les sacs sur le dos. On sait que la première journée de ski, c'est pas vraiment une journée de ski, c'est plus une journée de transition pour aller récupérer les premières montagnes. Puis là, en fait, on est juste content, quoi. On a l'état d'esprit qui est très léger, très libre. Et voilà, c'est des sensations de voyage qui reviennent où t'as l'impression que tu peux conquérir tout et n'importe quoi et c'est vraiment ce sentiment de liberté super puissant qui fait vibrer et qui donne envie d'y aller à fond, quoi. En direction du Wilspitze. Donc on part d'Autriche, on commence à traverser une partie de l'Allemagne et il a pas mal neigé, voilà, c'est le début de saison. Pour nous à ski, on a très peu skié. On a un sac à dos qui est lourd, auquel il faut s'habituer. On n'a pas l'habitude de skier dans ces conditions, on est dans des montagnes qu'on ne connaît absolument pas. Et du coup, on se fait vite surprendre par le froid. Voilà, au départ, il doit faire dans les moins 10, moins 15 degrés, c'est quand même assez froid pour le début de l'hiver. Il fait nuit tôt, bien plus tôt qu'en France. Et en fait, très vite, la première journée, on se retrouve à batailler dans la neige profonde. La première descente, on fait partir une première plaque et on arrive le soir à la frontale. Donc on se dit c'est quand même une journée assez costaud et chargée. On passe plus de 10 heures, 11 heures sur les skis dans des conditions pas très fun. Et le deuxième jour, c'est rebelote en fait. On a des conditions très changeantes, il fait déjà très chaud. Donc, toute la neige, elle commence à s'effriter un peu dans tous les sens et on prend une mauvaise descente, on fait des erreurs d'itinéraire et on se retrouve dans des situations déjà très délicates. Et Simon et moi, on se dit là, va falloir vite se remettre dans le truc, se remettre en question sur notre choix d'itinéraire. Parce que ça démarre fort, trop fort en fait. On a 3 mois à faire. Et à ce rythme-là, ça va être compliqué. Dans les premiers jours, t'es aussi dans une espèce d'état transitoire, que ce soit physiquement, psychologiquement ou même géographiquement. En fait, il y a encore rien qui est installé. Et puis même au niveau des montagnes, t'es dans des moyennes montagnes. En fait, tu dois rejoindre des itinéraires qui sont plus fréquentés, plus connus. Pour trouver notre routine équilibre, il nous faudra bien 2 semaines. Puis même en termes de communication avec Simon, pour voilà comment on se relaie pour faire la trace, qu'est-ce qu'on va manger, comment on gère notre alimentation, etc. Donc ça prend un petit peu de temps à se comprendre nous-mêmes, à comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer et qui devient en fait notre maison pour les prochains mois. On arrivait au refuge, chacun avait en gros ses petites missions. Il y en a un, il savait qu'il allait chercher le bois, l'autre pendant ce temps-là il commençait le feu. Il y avait vraiment ce truc qui se mettait en place. Une fois que c'était installé, c'est des habitudes qu'on a gardées un peu jusqu'à la fin. On est parti depuis une dizaine de jours. Et là, on est au cœur de l'Autriche et en fait, on se prend une grosse tempête, mais qui va durer plusieurs jours. Aïe, vas-y, on se casse de là, hein. Ouais. Vas-y quoi? On se casse, hein. On descend, parce que là, ça te monte dans la gueule.
Le vent, le froid, on n'est pas forcément totalement habitué. On décide de doubler certaines étapes parce qu'on sait qu'il faut qu'on arrive à un certain point à un moment donné si on veut pas se faire coincer par la tempête. Donc les journées sont aussi longues, le poids du sac, on doit encore un peu s'y habituer. Donc il y a tout ça mis ensemble. On a aussi à des moments, lors d'une journée principalement, un blizzard assez important. Le vent nous fait presque reculer. La progression est lente et il fait tellement froid que le nez gèle en fait. On a des gelures au nez. C'était lors d'un jour totalement blanc. En fait, tu vois rien autour de toi. Jusqu'à en avoir des vertiges, parce que t'as plus aucun repère. Tu vois ni devant, ni à côté, il y a plus de montagne, c'est tout blanc autour de toi. La seule chose que tu vois, c'est le bout de tes skis. Donc j'essayais vraiment de me concentrer là-dessus, parce que sinon j'avais des vertiges et qui provoquaient des nausées. Et donc là, j'en parle aussi à Guillaume, il ressent la même chose, donc ça me rassure, mais en même temps, je me dis voilà, on est dans quand même un environnement assez compliqué. Lorsque t'as l'autre personne qui est devant toi, qui fait la trace, ça te donne un point de repère. Donc ça te permet d'avancer. Mais si c'est toi devant, tu vois plus rien, tu sais même pas où tu vas. Guillaume me donnait une direction, j'allais dans une autre, et toutes les 2 minutes, on rectifiait notre direction parce qu'on était totalement perdus. Et toutes les max 10 minutes, on changeait la personne devant pour pouvoir te mettre derrière et te reposer parce que mentalement là-haut, ça devenait très compliqué. Quoi ? Ouais, franchement, ça va. Cet épisode, il dure une semaine environ. Ouais, l'épisode de Blizzard, dès le début. Donc aussi, ça met dans le bain. Et puis les vertiges pendant 2, peut-être voire 3 jours. Tu les as, tu vois le gars devant toi, Guillaume, il marche devant toi et puis d'un coup, il tombe. Et tu comprends pas pourquoi il tombe. Et en fait, il a pas vu la pente, il a été déséquilibré parce que tu vois rien autour de toi et t'es complètement perdu, quoi. Vraiment. On parle, mais c'est de la communication utile. Alors chaque mot est pesé, c'est ok, je prends la trace, c'est par là. Enfin, on perd pas de temps à dire des choses qui sont pas utiles à ce moment-là. Se dire comment tu vas, moi j'ai un peu le vertige, il faut communiquer là-dessus pour être sûr que ton partenaire il aille bien, que tu vas vers ton objectif et puis que tout se passe bien, quoi. On s'en sort bien, on atteint toujours le refuge. On a bien fait de se précipiter parce que derrière nous, en fait, il y a eu quand même dans le coin pas mal d'avalanches et notamment plusieurs décès. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était dans un environnement à risque, mais on a toujours communiqué ou pris le temps de faire les choix qui nous semblaient les plus judicieux. Et voilà, ça a payé. Le mental se détache un peu du physique. Après, le froid te rappelle. Il y avait un blizzard incessant. Donc tu commences à avoir ces gelures sur le nez, avoir froid aux doigts, même sous tes gants. Tu peux ressentir un peu de fatigue parce que c'est quand même un environnement qui est assez fatigant physiquement et mentalement. Après, tout ça, c'est un peu un à côté. Tu peux pas t'arrêter de toute façon. Le mental, il prend le dessus et tu trouves une énergie au fond de toi qui t'emmène jusqu'à ton endroit de repos, donc le refuge du soir. Putain, ça fait du bien là, hein. Ouais. C'est très chaud, hein. Mais pas ça hier, hein. Non. Ça manquait ça hier. Waouh. C'est très très chaud. Hein. Dans l'après, on n'a pas eu que du beau. On a été évidemment surpris par quelques tempêtes. Hein. Quand tu passes 3 mois dans les montagnes, évidemment, tu connais toutes les conditions. N'empêche que oui, on a été surpris de temps en temps par des mauvaises conditions. On va pas dire qu'on était plus à l'aise, mais en tout cas, on savait comment réagir. On était un peu préparés, on était plus attentifs. Et voilà, on perdait moins de temps peut-être aussi sur des manips où on avait pris le coup, on avait un peu plus des habitudes.
Après les difficultés des premières semaines, on arrive en Suisse et très rapidement, il y a un anticyclone qui se met en place sur toute l'Europe. Là, la sécheresse, elle est vraiment frappante, elle est vraiment marquée. Et là, nos habitudes de ski changent totalement, quoi. On se retrouve vraiment à porter les skis sur le dos, à pouvoir passer un peu partout l'école où on veut, parce que d'un point de vue sécurité, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus facile. Le temps est beaucoup plus clément et c'est vrai qu'on progresse bien. Ça nous met bien en confiance et on avance. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'après ces quelques semaines, bon, forcément, il y a encore des changements météo où on se tape un peu plusieurs saisons en une journée, où il y a toujours des tempêtes et des isothermes assez importants. Donc, faut toujours faire attention. On reste toujours focus sur la haute route de Chamonix jusqu'à Zermatt. Donc, on était le 21 mars. Ça faisait déjà 2 mois qu'on faisait du ski tous les jours. Donc on avait commencé à être vraiment bien à l'aise dans notre ski, dans notre progression et notre façon d'appréhender, de sentir la montagne. Et en fait, à un moment, voilà, on descendait un glacier. Moi, j'avais ma fixe qui était mal enclenchée, et dans un virage où il y avait vraiment de la glace vive, j'ai tapé un peu fort, j'ai déchaussé et j'ai commencé à partir. En fait, je commençais à glisser sur une bonne 50 voire 80 mètres sans pouvoir m'arrêter parce que voilà, c'est une patinoire inclinée et c'est très très compliqué de s'arrêter. Qu'est-ce qui vient de se passer là, Guillaume? Bah écoute, petite descente sur glacier, je suis passé sur un truc bien glace, bien béton, j'ai déchaussé direct. Et là je suis parti. J'ai fait une glissade de 50 mètres. Ouais. Et ski a déchaussé, liche a pété, ouais. Ski a glissé dans les crevasses. Donc là on se fait une mission, on va aller le rechercher. On va aller chercher le ski parce que sinon c'est la merde, hein. Ouais. Mais rien de cassé, heureusement, je me suis arrêté naturellement dans une petite pente un peu plus neige. Allez, ben on va voir ça. Mais ouais, mieux parce que... On est descendu dans ce glacier, ça nous a pris une bonne heure. Et en fait, après cet épisode avec Simon, voilà, on a discuté, on s'est dit là, ça fait déjà 2 mois qu'on est en montagne. Ok, on est en Suisse, on est sur un itinéraire de Chamonix à Zermatt qu'on connaît, qu'on avait fait l'année d'avant. Et en fait, on était en confiance, on était en surconfiance, parce qu'on se dit là, les montagnes qui sont autour de nous, on les connaît. L'itinéraire, on l'a déjà fréquenté. Et puis, il ne nous reste que 1 mois en montagne. Donc 1 mois, c'est quoi? On est bientôt en France, on va bientôt arriver. Mais en fait, avec le recul, 1 mois en montagne, c'est énorme, c'est 1 mois tous les jours. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est resté concentré encore jusqu'à la fin. Là, on s'était un peu déconnecté, on s'est senti un peu trop en confiance. Et il y a eu cet événement qui nous a remis tout de suite dans le truc. Ok, tant qu'on n'est pas à la mer, c'est pas fini. Mais vraiment, tant qu'on n'est pas les pieds dans la mer, ce n'est pas terminé, quoi. Faut vraiment rester concentré jusqu'à la fin. L'enfer du Grand Paradis commence. Bel oxymore. Là, il fait chaud. Peut-être qu'après, il fera très très froid. On repart donc à l'assaut du massif du Grand Paradis. Là, on est accompagné de mon petit frère Antoine et de 2 autres copains. Donc, on a un groupe de 5. Voilà, les copains viennent nous rejoindre sur des étapes, comme prévu. Mais les conditions qui s'annoncent sont vraiment très très mauvaises. Et en effet, ça loupe absolument pas. Donc là, on est très très concentré. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours revoir nos plans. Mais malgré ça, en fait, on est 5, on a un bon groupe et on arrive à rigoler et à passer du bon temps, alors que personne voudrait être dans ces conditions-là, tellement elles sont épouvantables. Mais voilà, on arrive à en rire et à progresser, et je pense que grâce à ça, on a pu vraiment se dépasser et physiquement et mentalement. Dans ce type de traversée, en fait, je pense que c'est beaucoup plus de mental que de physique. Certes, il faut une base physique, il faut l'entraînement, etc. Mais sur la programmation de nos étapes, c'est vraiment le mental qui fait la différence. C'est vraiment la capacité de concentration. Et c'est ça le plus dur, en fait, c'est que on peut jamais lâcher l'esprit quelques minutes, quoi, parce que sinon, ça peut être une correctionnelle quasi immédiate. Sur ce type d'aventure-là, c'était vraiment encore plus la partie cérébrale plutôt que le mental, quoi. C'était tout le temps en train de cogiter. D'un point de vue mental, donc ok, avoir du mental, c'est y aller même si ton corps ne suit plus. Et là, c'était vraiment très très cérébral, des remises en question permanentes, alors que des fois, sur un effort qui peut être très long et donc mental, t'as pas besoin de réfléchir, c'est juste avancer. Et là, c'était plus de la réflexion, de la stratégie, quoi, de la stratégie de progression en montagne. On est monté de par là. C'était pas trop en condition, donc pas évident. Et puis là,
On arrive dans les Alpes du Sud, là où on a l'habitude de skier depuis Marseille en fait, c'est le plus proche. Donc là on sent que la fin, elle commence vraiment à arriver. Il y a encore des copains qui en profitent pour nous rejoindre, pour revenir skier avec nous. Et puis un jour, c'était le 14 avril, parce que c'était l'anniversaire de Théo, détour d'un sommet, le Mont Ténibre. On aperçoit finalement une ligne continue, et c'était la mer en fait. Donc on avait enfin la mer en vision, après quasi 3 mois de ski. Sommet du Mont Ténibre. Pas si terrible. Ouais. Bonne Pas un condition. pet devant, c'est top. Et la mer. On voit la mer. Finalement. C'est le début de la fin pour vous, hein. Ouais. Mer en vue. Donc là vraiment la fin elle était visible, elle était tangible. Et là c'était clairement un sentiment assez fort quoi. Parce que ça faisait des mois, enfin des semaines qu'autour de nous, on avait que du relief tout le temps. Et là voir finalement une ligne continue et plate, ça annonçait vraiment le début de la fin pour nous. Et donc les jours qui ont suivi, il restait environ une bonne semaine, voire 10 jours de ski, parce que il y avait encore un petit peu de route jusqu'à Menton. Donc on traversait le Mercantour, qui est un massif super sauvage où il y avait des animaux, c'était le printemps, donc vraiment les bouquetins, les marmottes qui étaient de sortie. Et voilà, là et on avait les rivières qui commençaient à gronder parce que c'était aussi la fonte des neiges. Les conditions étaient belles et du coup nous on progressait avec Simon, on s'était exprès réservé cette dernière semaine juste tous les deux, donc on voulait plus prendre de copains ou de proches pour vraiment se laisser imprégner de cette fin d'aventure. C'est là où moi, pendant toute cette semaine, j'ai commencé à faire un peu le deuil de cette aventure. C'est là où je me suis senti vraiment arrivé. Parce que à ce moment-là, je savais qu'on allait atteindre la mer pour de bon. Là, c'était concret, c'était là. C'était beaucoup d'émotions tous les jours où je faisais un peu le bilan du voyage dans ma tête. J'étais pressé d'arriver et en même temps, je me disais, ces moments, ils sont beaux, ils sont incroyables. On a vécu plein de choses et il faut en profiter à fond, quoi. Et c'était beaucoup d'émotions durant ces quelques jours avant d'arriver. Mais en fait, faire le deuil de ce voyage, c'est un peu se rendre compte de tout ce qu'on a traversé, parce que c'était tellement intense tous les jours pendant 3 mois que tu n'as pas le temps de réaliser et de faire le bilan au jour le jour de ce que tu as vécu, parce que tout s'enchaîne tout le temps. Et voilà, tu prends pas le temps de te poser et te dire ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment j'aurais pu m'améliorer, ou même à quel point c'était beau de voir tel paysage, à quel point j'ai apprécié descendre cette face et comment j'ai pu avoir du mal à monter tel col ou tel sommet. Et c'est ça en fait ce que j'appelle deuil, c'est plutôt se remémorer un peu tout ça et faire le bilan en fait. C'est absolument pas penser à la suite, c'est plutôt repenser à tout ça tout en se laissant imprégner de cet environnement qui était le Mercantour, qui était vraiment très très sauvage et mystique. Pour la fin, c'était vraiment un paysage incroyable qui laissait vraiment la place pour toutes ces pensées. Bon, bravo. Et c'est quoi le point de chute? Bravo les gars. C'est des odeurs et des choses qu'on avait oubliées pendant plusieurs mois en fait. Le thym, le romarin, la chaleur, on avait totalement oublié toutes ces sensations-là. Et ça nous fait bizarre, en même temps on est heureux, on est euphorique, hein. On court, on sent les choses, on dit ah trop bien. Et puis lorsque finalement on descend, on arrive jusqu'à Menton, on court encore hein, à la descente, vraiment on court parce qu'on sait qu'il y a tout le monde qui nous attend. Ils nous ont préparé une super arrivée sur la plage et ouais là le cœur il est à fond quoi, et on se jette dans la mer quoi, c'était vraiment notre quête depuis le départ. Là on se dit ouais bah elle est bonne l'eau. Allez vous laver, va. Allez, c'est parti. À la flotte. On va des gâtés après. On a tout le week-end. Elle est bonne en fait. Et puis ça, c'était un peu une arrivée anticipée, puisqu'il y en aura quand même derrière 2 jours de vélo pour rejoindre Marseille, qui fait vraiment partie du projet, puisqu'encore une fois, on essaye là d'avoir ce côté environnemental qu'on a tenu tout le long de la traversée, à savoir que nous, notre but, c'était de partir de Marseille et de rentrer à Marseille. Et voilà.
pénètre finalement dans la ville, quoi. C'est le bruit, c'est la pollution, les gens qui sont pressés. C'est vrai que ça fait mal aux poumons, ça fait mal aux oreilles de voir ça. Après tous ces mois passés dans un environnement qui est vraiment pur, il y a un vrai choc par rapport à ça. Il faut plusieurs mois pour se réadapter vraiment d'une aventure comme ça, se remettre un peu dans une routine conventionnelle, donc travailler, se retrouver derrière un bureau, etc. Alors qu'on a passé beaucoup de temps dehors, c'est difficile au début. On se demande ce qu'on fait là, et on se demande aussi pourquoi on a fait ça, c'était quoi le but derrière. Ça va dans les deux sens au final. Et il faut plusieurs mois avant de pouvoir vraiment se remettre dans un bain. Je sais même pas si on se réadapte totalement d'une telle aventure, car encore aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est rentré. Le bruit et le tumulte de la ville, ou des grandes villes comme ça, me font encore de l'effet. Alors là, je me dis souvent, ah ouais, quand même, j'étais bien là-haut, c'était calme, etc. Je suis pas encore tout à fait réadapté, ou en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose de changé par rapport à l'avant-projet. On avait une dimension dans ce projet, c'était d'interviewer les acteurs de la montagne. Ce qu'on a fait, on a des belles interviews d'un guide de haute montagne et de gardiens de refuge, où on a pu discuter avec eux sur l'impact de ce changement climatique, soit sur leur pratique, soit sur leur manière de travailler, et surtout comprendre comment ils mettaient en place des solutions à leur échelle pour pouvoir préserver ce monde en fait. Donc nous en fait, ça nous a ouvert les yeux sur certaines choses qui n'étaient pas forcément connues de Simon et moi. Après sur notre pratique, voilà, nous on a déjà depuis le départ cette démarche quand même écologique et éco-responsable où on essaie de faire attention à notre impact. Et sur ça, voilà, on reste droit et fixe. Ce qu'on voulait montrer, en fait, c'était plutôt, voilà, l'environnement dans lequel on a évolué pendant 3 mois, il est incroyable, il est fragile, donc faut faire en sorte de le préserver, sans pour autant donner quelconque leçon à quelqu'un. Mais juste regarder comme c'est beau, ça serait dommage qu'on puisse plus en bénéficier. Il y a quand même une morale à ce projet, c'est que bon, ni Guillaume ni moi sommes nés en montagne. Lui, il est de Provence, moi je suis du plat pays. Et donc, pour faire ce projet, on s'est quand même formé, on a appris, on a passé beaucoup de temps à se préparer. Et finalement, en prenant, comme on disait, jour après jour, objectif après objectif, on a réussi dans la globalité à réussir ce projet, donc à traverser les Alpes en hiver. Le plus beau retour pour moi qu'on est là-dessus, c'est que certaines personnes viennent vers nous en nous disant ce que vous avez fait, ça me motive à faire mon truc. Donc ça, c'est vraiment un très beau cadeau dans le sens où voilà, on peut rendre les choses accessibles. C'est pas le but, mais on prouve que voilà, si on a la détermination et l'envie de faire quelque chose, finalement, on peut clairement y arriver. Avec Simon, maintenant, je pense qu'on se connaît quand même très très bien, quoi. On n'a plus trop besoin de communiquer pour comprendre un peu les émotions et la pensée de l'un ou l'autre. Ça nous lie à vie, clairement, parce que on a vécu des très belles choses et des moments très compliqués. Et de manière générale, en montagne, voilà, ton partenaire de cordée, il est lié à toi, quoi. Il est lié à toi physiquement et il est lié à toi spirituellement. Et ça s'est confirmé durant ces 3 mois. Merci Guillaume et Simon de nous avoir fait vivre à vos côtés un peu de cette aventure extraordinaire. Vous qui nous écoutez, si vous avez été transporté par cet épisode, vous pouvez prolonger ce voyage dans les montagnes en visionnant le film de nos aventuriers, Le Monde d'en haut. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager autour de vous pour faire vivre encore et encore cette aventure. On compte aussi sur vos étoiles et commentaires depuis Spotify et Apple Podcasts. Pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure ou un nouveau déclic.